Bienvenue sur le podcast Fais voyager ton entreprise. Cette semaine, on a le grand plaisir de recevoir un architecte de l'âme qui met de la lumière dans le chaos. Bon, qu'est-ce que ça fait et comment qu'elle le fait, ça? Comme d'habitude, on va le savoir à la fin. Mais c'est aussi une grande voyageuse, donc on a le grand plaisir de la recevoir cette semaine. Fais voyager ton entreprise, le podcast commandité par Voyage Déductible qui organise des voyages, formations en immersion. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager et à le commenter sur ma chaîne YouTube du podcast Fais voyager ton entreprise. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti. Bonjour Mélissé, comment vas-tu? Ah, ça va tellement bien. J'adore parler de voyage. Je suis contente d'être là. Excellent. Donc, dis-moi, Mélissé, quand je t'ai posé la question, quel a été ton plus beau voyage? Parce que tu es une grande voyageuse personnelle. Comment tu as fait ton choix pour nous décrire ton plus beau voyage aujourd'hui? Ben, c'est dur à dire c'est quoi le plus beau voyage parce que c'est chaque voyage est unique, chaque voyage est transformateur. Puis souvent, je trouve que quand je reviens, mon souvenir, c'est plus qu'est-ce qui s'est passé en moi que techniquement ce que j'ai vu. OK, bien, raconte-nous dans quel voyage il s'est passé le plus de choses en toi. Mais on pourrait parler de mon plus récent parce que ça connecte directement avec qui je suis aujourd'hui. Fait que j'arrive de l'Égypte. J'ai été passer pas l'hiver, 4 semaines en Égypte, partie à Noël, revenue fin janvier. Et j'ai vraiment fait le tour de l'Égypte en sac à dos avec mon conjoint. OK, cool. Et dis-moi, premièrement, pourquoi l'Égypte? Parce que ma marraine vient de l'Égypte, elle est née là-bas et depuis que je suis toute petite, c'est mon rêve de goûter à ses racines, de me connecter un peu plus à elle. Et elle me racontait des histoires, c'est décoré comme un musée chez eux, fait que c'était vraiment un grand rêve de découvrir toute cette histoire, philosophie, tout ça qu'il y a derrière, tout ce qui vient de l'Égypte antique. OK. Avant de partir pour ton voyage, qu'est-ce que tu voulais absolument voir ou vivre là-bas? Puis durant le voyage, est-ce que ça a été la même chose? Je voulais voir une tombe. Je voulais être dans une pyramide avec des murs, avec des hiéroglyphes, toucher à ça, puis me sentir propulsée quelque part. Puis rendu là-bas, as-tu vécu ça? Pas tout à fait comme je l'imaginais parce que, évidemment, les plus beaux murs avec les hiéroglyphes sont pas nécessairement dans les 3 grandes pyramides. Mm-hmm. Donc, j'ai pas vécu exactement ce que je croyais, mais j'ai vécu ce que je voulais parce que, étant sur place, j'ai vu qu'il y avait des places pour voir ça, des sites spécifiques pour aller toucher les murs, aller voir des hiéroglyphes. Puis, j'ai été dans les ruines plus anciennes parce que les restaurés, on voit bien qu'ils sont redessinés. Fait que moi, je voulais être vraiment là, dans l'ancien, là, tu sais, dans la vraie ruine. Oui, c'est ça, tu sais, j'ai eu le plaisir d'aller en Égypte avec mon conjoint pour son anniversaire de ses 50 ans. C'était son rêve d'aller s'asseoir devant les pyramides. Fait que je comprends ce que tu dis, là, tu sais, d'être dans un temple puis de vivre je dirais l'effervescence, mais en fait, c'est de vivre tout ce qui se passe, là. C'est comme indescriptible. Mais raconte-nous, toi, dans ce voyage-là, qu'est-ce qui a été le plus transformateur pour toi? Ça a été vraiment de regarder ça parce que, tu sais, c'est tellement retravaillé pour le touriste qu'à un moment donné, il y a comme quelque chose qui se passe dans le cerveau puis tu te mets à douter de c'est-tu vrai ou ils nous ont-tu inventé ça ou ils nous font-tu à croire que ça existait? Comment on fait pour connaître c'est quoi l'histoire de l'Égypte ancienne? Puis je trouvais ça très drôle parce que je me disais comment l'humain est tout le temps tenté de douter au lieu de juste apprécier, tu sais? Mm-hmm. Moi, je suis une yogi, tu sais, fait que la philosophie yogique, j'aime ça. Je connais les croyances hindouistes, fait que je me disais, pourquoi si je vais aller faire des méditations puis faire des prières dans mes pratiques de yoga avec des dieux hindous, je suis pas capable de me dire, ben oui, c'est tout vrai, tu sais, les dieux d'Égypte. Fait que j'ai vu que l'humain a vraiment une grande tendance à douter. Puis là, je trouvais ça drôle, puis je me suis dit, je vais le tester. Fait que je dis à mon chum, tu trouves-tu que c'est un peu étrange puis qu'on a de l'air de se faire remplir? Puis tout ça, et tout de suite, l'influence extérieure, il était comme prêt à prendre ma part, tu sais, sans même prendre le temps de réfléchir. Puis après, quand on est allé prendre un thé, puis on disait, ben
on est-tu en train de se laisser remplir par les peurs, que ça soit pas vrai, puis combien on se laisse influencer par le monde extérieur. Puis on a trouvé ça très drôle que même ailleurs, même pendant qu'on y allait, que c'était notre plus grand rêve, qu'on y croyait, qu'on avait hâte de se plonger dans cette histoire-là, une fois dedans, on avait encore l'espèce de petite personnalité là, qui est capable de venir tout shifter ton beau moment puis tes belles énergies. Fait qu'on a vraiment dit, hey, l'humain est un cas d'observation extraordinaire. Oui, puis on pourrait en parler des heures et des heures, n'est-ce pas? Mais dis-moi, tu sais, bon, là, finalement, tu te dis, OK, ça, c'est trop touristique, je suis pas capable de m'imprégner, je suis pas capable d'aller chercher, justement, ce côté-là ancien. Je veux dire, à partir de là, vous avez pris la direction d'aller voir peut-être des choses plus anciennes, moins, mettons, touristiques. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On a pris notre sac à dos, on a quitté les grands centres, puis on s'est en allé dans des Airbnb dans les villes, les petits villages un peu reculés. Fait qu'on avait accès quand même aux grands centres touristiques, pas trop compliqué, à même un petit taxi, mais on voulait vivre plus du côté des gens qui demeurent là, tu sais, des locaux, pour pouvoir apprendre à se déposer avec eux, connaître leurs coutumes, puis vraiment les connaître, eux, s'intéresser à eux. Je me souviens, exemple, à Luxor, tout se passe sur la rive sud. Nous, on est allés sur la rive nord. On a resté dans une famille. Et puis, à un moment donné, j'ai eu comme une espèce de pneumonie qui voulait se déclencher. J'étais allée à la pharmacie. J'avais pas assez de sous. Tu sais, j'étais loin des grands centres. Fait que, genre, je vais pouvoir aller à la banque demain, je vais revenir. Le pharmacien dit, ben non, tu vas pas à la banque demain, là. Puis, tu vas pas prendre ton médicament ce soir, là. Je te le donne. Tu viendras demain, après-demain, tu repasseras me payer quand ça t'adonnera. Écoute, je me disais, wow! Ouais. Tu sais, On ne vivra pas ça ici, là. Non. Le pharmacien me donne mon médicament, me dit d'aller me coucher la tête tranquille puis que je repasserai quand je repasserai. J'étais là, wow! Ça, c'est vraiment quand t'es dans le côté qui n'est pas touristique. Tu sais, il savait qu'on se déposait quelques jours, il savait qu'on restait là. Fait que je me suis dit, ici, on va vivre quelque chose de vraiment extraordinaire, là. Tu sais, on va avoir le temps de connecter avec ce qu'on voulait découvrir. Puis, qu'est-ce que tu as découvert, justement? Ben, on a découvert que c'est un peuple hyper généreux, puis que tout le côté qui est touristique, soit on entend parler de l'Égypte ou n'importe quelle autre destination hyper touriste, que les gens sont après nous, tu sais, parce qu'ils nous voient comme un signe de dollar, mais dans le fond, quand le pays est plus pauvre que nous, c'est juste normal. Mais que quand tu sors de la zone touristique, ils sont pas comme ça du tout. Tu sais, ça fait pas partie de leur valeur, c'est comme leur travail. Puis de le voir différemment, ça nous a aidé à connecter aussi avec eux. Fait qu'on a été capable de parler plus de comment tu vis justement quand il n'y a pas de touristes, qu'est-ce qui se passe, tu sais, comment tu gères ton budget à l'année, là, tu sais, parce que les saisons touristiques, c'est pas tout le temps. Fait que comment tu fais pour être occupé peut-être 4 mois par année, qu'il y a une super saison pour eux, là. Fait que tu fais quoi le reste du temps? Puis ça nous a ramené aux bases. Je pense que voyager, c'est souvent ça. Nous, on est riches ici, tu sais, on a tout ce qu'on veut d'accessible, le matériel est présent, puis d'être dans n'importe quel pays un peu plus moins fortuné que nous. Hein, j'osais pas dire défavorisé, mais c'est moins fortuné que nous. Eux autres, leur bonheur est dans la connexion humaine. Fait que c'est là où tu reconnectes vraiment, puis que tu vas aller chercher que finalement, là, c'est pas très grave si j'ai pas 8 tomates, tu sais, si j'en ai une, je peux être super heureux, puis en plus, je vais pouvoir en utiliser une tranche pour prendre les graines puis m'en faire pousser. Tu sais, ils te ramènent vraiment à la base, puis on le sait tout ça, mais ici, on n'y est pas confronté. Fait que même si on le sait, on ne prend pas le temps de s'arrêter puis de savourer ces moments-là. Puis c'est ça que j'aime dans le voyage, c'est de... T'es pris là, t'as pas le choix de savourer, là. C'est plus lent qu'ici, c'est plus pauvre qu'ici. Fait que même si on le sait ici, puis on se donne des petits moments pour se déposer ici, là-bas, c'est pas tu te donnes un petit moment. La vie, c'est ça. Mais non, mais c'est ça, là. Fait que c'est complètement autre chose. Puis c'est complètement. Puis tu sais, le troc, ben, les autres, ils n'ont pas le choix, là. Ça fait partie de leur vie, justement, pour être capable de survivre. Hein? Si moi, j'ai quelque chose, puis que je l'ai en abondance, puis que je peux l'échanger contre autre chose que j'ai pas, ben, c'est ça qui va faire que je vais survivre, ou je vais bien manger, ou je vais bien vivre, là. Fait qu'effectivement, ça fait vraiment différent. Si je te dis l'Égypte,
ça goûte quoi? L'Égypte, ça goûte épicé. Ouais, ça aussi, c'est différent. Hein? Mais là, j'ai trouvé ça savoureux parce que j'ai trouvé que, vu que ma marraine est égyptienne, tu sais, il n'y avait pas de surprise dans la nourriture pour moi. Puis c'est pas tout le monde qui va être d'accord avec moi, mais pour moi, au niveau de la gastronomie, c'est un de mes meilleurs voyages, là. OK. J'ai vraiment super bien mangé parce que je suis sortie des grands centres. J'étais allée dans des restaurants où est-ce que c'était des 8 services, puis au bout du compte, c'était un tout petit prix, puis tu goûtes à tout. Et j'aime leur façon de manger. 1000 plats sur la table, tout comme un petit peu des petits tapas, plein de sortes de houmous, de purée, de ci, de ça, de salade, plein de légumes, puis tout le monde mange, tout le monde pige dans les plats, puis tu manges avec tes mains. C'est magnifique. À la base, on retourne à la base. On va se le dire. Tu vas pas aller habiller en blanc. Ce genre. Et si je te dis, Mélissa, qu'est-ce que tu as vu qui était le plus beau pour toi? Les gens, parce que les gens, ils osent être qui ils sont. Ils s'habillent colorés, tu sais, même s'ils n'ont rien, ils expriment leur divinité. C'est magnifique. Ils sont fiers de qui ils sont. Ça, c'est une grande leçon de dire, ouais, tu sais, même si j'ai le goût de porter un pantalon mou aujourd'hui, je suis capable d'avoir quand même les épaules droites puis d'être fière de qui je suis, tu sais. Même si j'ai pas les plus beaux souliers de l'année, je suis capable de regarder en avant de moi puis croiser des regards quand je marche. C'est ce que j'ai trouvé de plus beau de ces gens-là. C'est que ils sont fiers de qui ils sont. Leur profondeur, en fait, là, la profondeur de l'âme, là, tu sais, que je veux dire, c'est pas le paraître, mais l'être. Ouais. Une petite anecdote, là, notre sac à dos, à un moment donné, le sac à dos de mon conjoint, en fait, il a lâché. Puis là, on s'est dit, bon, on va aller magasiner comme tout bon nord-américain, tu sais, on va aller acheter un autre sac. Puis après, on s'est dit, hey, tout à coup, ça serait pas une aventure, le sac à dos qui lâche. Fait qu'on s'est en allé en ville, loin des grands centres, loin des centres d'achat. On est allé traverser la ville pour aller trouver un petit bazar dans un petit village, un bazar local, là, pas un souk touristique. On a demandé jusqu'à temps que quelqu'un nous pointe vers un cordonnier. Et, on a été faire réparer. Le cordonnier nous a assis avec lui dans sa shop, nous a offert le thé. Ah oui. On en a profité pour faire réparer, recoller des semelles de souliers, un bout de zip de ma sacoche. Écoute, tant qu'à être là, c'était un vrai professionnel. Il voyait tout ce qu'on pouvait réparer. OK. Quand on est parti, après avoir réparé tout ça, après nous avoir offert le thé, il nous a juste fait payer le 5 $ qu'il nous avait dit pour le sac. Wow! C'est quelque chose, hein? C'est quelque chose. Je pense que ça nous réconcilie avec l'humain. Ouais. Parce que, tu sais, comme tu le dis, ici, nord-américain, on oublie souvent qu'il y a un humain devant nous, puis qu'on a juste à prendre le temps, hein, des fois, le temps d'écouter, le temps. Puis, tu sais, ça m'amène un peu à ce que tu fais. Tu sais, tu dis que tu mets de la lumière dans le chaos. Est-ce que c'est un peu ça que tu vas rechercher dans les voyages? Le côté, justement, de dire, ben, tu sais, quand on revient à la base, là, c'est ça, la lumière? Oui, exactement. Je l'enseigne, puis quand je vais en voyage, j'ai l'impression de me mettre dans le bain. Comme ça, je vais vraiment expérimenter ce que j'enseigne puis ce que je prône. Fait que ce que je veux faire avec l'architecte de l'âme, c'est pas juste d'être une maîtresse d'école, c'est de dire j'ai aussi des anecdotes en lien avec ce que je dis. J'ai testé mes théories, j'ai été mon propre cobaye. Puis en plus, je m'amuse à me déstabiliser quand je vais en voyage pour voir comment je vais réagir. Parce que c'est facile pour moi d'être alignée ou d'être zen dans mon quotidien. J'enseigne ça, tu sais. Mais le caractère, il sort là, quand t'es dépaysé, là, quand t'as plus tes balises, quand t'as plus tes repères. Exact. C'est ça qui est le fun. C'est pour ça qu'on a des réactions quand l'autre nous pique. C'est là qu'on se fait « wow, 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 là, je vais avoir une réaction, je suis déstabilisée. » Puis, tu sais, dans notre quotidien, souvent, ben c'est facile parce que nos amis nous connaissent puis ils veulent pas tant nous faire réagir. Tandis qu'en voyage, il y a des étrangers qui te font réagir. Il y a des situations qui te font réagir. Fait que c'est pour moi, le voyage, c'est un incubateur justement d'observation pour aller voir c'est quoi, moi, ma spontanéité, comment elle a évolué d'un voyage à l'autre, c'est quoi ma capacité d'adaptation, de gestion de stress, tu sais.
Fait que, puis aussi, ce que j'adore le plus dans les voyages, ben dans toutes les histoires, là, mais dans le voyage, c'est encore plus drôle parce que tu reviens d'un voyage avec les gens avec qui tu as été, puis tu as autant d'histoires que de nombre de personnes. Oui, ça, écoute, moi, j'ai eu un coach à un moment donné qui disait, tu sais, il dit, Lucie, je mets une pomme entre toi puis moi, puis il dit, de mon côté, la pomme, elle est super belle, puis il dit, de ton côté, il y a une bouchée qui est déprise il y a 3 jours. Et il dit, tu me demandes, est-ce qu'elle est bonne, la pomme? Ben oui, elle est super bonne. Je te demande, est-ce qu'elle est bonne? Ben non, elle n'est pas bonne. Il dit, il faut que tu tournes la pomme, hein, pour voir. Mais il dit, pourtant, on a la même pomme devant nous, là. C'est qu'on n'a pas les mêmes lunettes. Hein, puis on n'a pas le même côté, puis on n'a pas le même prisme de connaissance quand on regarde cette pomme-là. Fait que, tu sais, ça me fait penser à ça, hein, me penser à dire qu'effectivement, puis en voyage, on dirait que c'est encore plus. On dirait qu'on a vu tellement d'affaires qu'on ne retient pas les mêmes affaires. Oui. Mais... Ça pour une dernière anecdote. Oui. Quand je suis allée dans le village natal de ma marraine, je me suis trompée d'adresse. J'ai demandé son adresse pour retrouver sa maison. OK. Je voulais vraiment y faire un appel vidéo Messenger devant sa maison d'enfance pour lui faire une surprise. Fait que j'avais une adresse, puis je pars, puis ça nous a pris comme toute l'après-midi se rendre là, plein de stations d'autobus, puis en plus, on le fait pas au luxe, là, on le fait à l'égyptienne, fait que autobus, tramway, à pied, tout ça, fait que on arrive à cette adresse-là, on appelle et elle me dit c'est pas là du tout. Oh! Excuse-moi, je t'ai fait une surprise. Je suis pas devant la bonne maison. Est-ce que vous étiez loin ou proche? Ben, ça nous a pris l'après-midi, tu sais, fait qu'on a passé comme 4-5 heures là-dessus. Et là, c'était très drôle parce que sur le moment présent, là, quand elle a dit c'est pas la bonne maison, mon chum était dévasté. Il avait manqué sa mission. Tu sais, c'est comme pour lui, là, c'était un événement hyper triste. Tandis que pour moi, on venait de se débrouiller dans un quartier où il n'y avait pas un Égyptien qui parlait ni anglais ni français. On avait pris des tuk-tuk, on s'était trompés, on a essayé. Pour moi, c'était l'aventure. Oui. Et pour ma marraine, c'était comme, vous êtes donc bien touchant d'avoir essayé. Tu sais, elle, même si on n'avait pas réussi, le fait d'avoir eu cette idée-là, elle nous trouvait super mignons, puis elle a trouvé ça touchant. Ça lui a fait autant plaisir que si on avait réussi. Ben, c'est là que j'ai vu que la même histoire pour 3 personnes, c'est pas vécu pareil du tout. Puis je me suis dit, wow, tu sais, comment on peut apprendre de nos voyages à avoir encore plus de compassion pour les autres, plus de sympathie ou d'empathie pour leur version de leur histoire. Parce que pour mon chum, c'était sa vérité, là. Ouais. C'était vrai, là, il y avait un échec pour lui, tandis que moi, j'étais comme « Yes, quelle aventure! » Tout à fait. Mais quel bagage t'as ramené de l'Égypte avec toi? J'ai ramené vraiment de prendre le temps de se déposer puis de revenir à ce que nous, on croit. Je veux pas utiliser le mot « croyance », je veux vraiment dire ce qui te fait du bien à toi. C'est tes valeurs à toi, parce que eux, là, ils agissaient en fonction de ce qu'ils percevaient qui était bon pour eux. Peu importe que c'était logique ou pas, c'était leur croyance leur croyance divine, par exemple, qui les amenait à agir. Puis je me suis dit, on a tous le droit, parce qu'à l'intérieur de l'Égypte antique, on se rend compte qu'il y a eu plusieurs croyances, plusieurs dieux, puis il y avait plein de dieux, parce que c'était ça le trip, que tu pouvais idolâtrer celui qui t'apportait le plus par rapport à ta vie, ton travail, tout ça. Fait que je me suis dit, tu sais, c'est le fun parce qu'ils sont en train de nous enseigner que nous aussi, on a le droit de déterminer ça va être quoi nos valeurs, puis d'aller vers nos affaires à nous, notre vérité à nous. Pas besoin d'écouter les autres. On écoute tout, puis on prend ce qui nous fait plaisir, puis on fonce avec ça. Oui, tout à fait. Puis dis-moi, toi, au niveau de transformation, ce voyage-là t'a transformé de quelle façon? Eh bien, tantôt, je l'ai nommé un petit peu l'espèce de royalness qu'ils ont. Là, c'est devenu mon mot, c'est mon mot de l'année 2024, royalness. Là, ils ont une grande fierté, puis une grande connexion à la divinité, à la beauté. Puis je me suis dit, moi, je vais revenir avec ça. Ça m'a transformé d'oser trouver tout beau chez moi, d'oser, même si j'ai pas le temps d'allumer une chandelle le soir, même si ça va juste brûler 4 minutes le temps que je fasse entre 2 affaires, tu sais, vraiment amener encore plus de
de Cléopâtre dans mon Ah! quotidien. Est-ce qu'on a ramené le linge de Cléopâtre avec nous? Ah, c'est sûr, j'ai magasiné, j'ai amené quelques trucs, bien sûr. Bien sûr. Donc, il va falloir te suivre sur les réseaux sociaux pour voir ça. J'ai acheté, entre autres, une robe de chambre que je me suis dit comme ça à tous les matins ou à tous les soirs. En tout cas, quand je vais traîner dans ma robe de chambre, je vais me sentir comme une princesse. Ah, c'est cute, c'est cute. Tu dirais, tu sais, parce que tu nous as parlé un petit peu, hein, on vit chacun notre voyage différemment et tout ça. Puis si je te posais la question, ton conjoint, lui, il a ramené quoi d'Égypte? Il a ramené, lui, il arrête pas de dire on est le reflet du passé, on le sait. Mais lui, il a vraiment ramené cette phrase-là ancrée en lui. Comme il comprend maintenant que les choix d'aujourd'hui vont avoir vraiment un impact plus tard, puis que ça peut être beaucoup plus tard. Hmm. Tu sais, souvent, on dit tu sèmes aujourd'hui, tu récoltes plus tard. C'est assez clair, là. On sait c'est quoi un jardin, mais là, lui, il a mis l'espace-temps là-dedans. Il a vraiment pris conscience que ça peut être très long, la récolte. Puis la patience, ça se cultive comme tu cultives tes patates puis ta carotte. Puis ça veut pas dire que ça arrivera pas. Ça veut juste dire qu'il y a un temps pour chaque chose. Fait que lui, il est revenu déposer parce que... C'est intéressant parce que l'être humain, hein, dans le nord américain, tu sais, il fait quelque... Parce que moi, je suis une fan de l'amélioration continue à 15 minutes par jour. Tu sais, j'ai développé un club du 15 minutes pour ça. Et je dis tout le temps aux gens, les gens m'en donnent parce qu'ils ne voient pas le résultat rapide. Il y en a du résultat parce qu'on s'améliore, mais c'est tellement des petites actions, puis c'est tellement petit qu'on le voit, mais après 1 an, 5 ans, tu comprends, on le voit plus tard. Puis les gens se découragent rapidement Ouais. parce qu'ils ne voient pas le résultat court terme là, maintenant. Fait que c'est intéressant ce que tu dis de prendre cette conscience-là que c'est peut-être même pas dans cette vie-ci que l'amélioration va arriver. Tellement. Ça va arriver peut-être plus tard, puis tu seras juste pas toi qui vas le voir, mais quelqu'un d'autre. Ouais. T'es fou, t'es cool. Écoute, intéressant. Dis-moi, Mélissé, c'est quoi l'architecte de l'âme? Ça fait quoi? Ben, tu l'as nommé, ça met de la lumière là où le chaos veut prendre le dessus. Fait que c'est Mm. pas juste quand on vit un problème, c'est quand on sent qu'on est désaligné justement de ses propres valeurs. Puis c'est quoi être désaligné de ses valeurs? C'est quand c'est pas nous qui tient le volant de la voiture, c'est la société, c'est la famille, c'est l'ego, c'est tout ce qu'il y a autour qui est pas connecté à notre âme, à qui on est réellement à l'intérieur de soi. Puis c'est facile, on se déconnecte à tous les jours parce qu'on a des choses à faire, parce qu'on a des responsabilités, parce qu'on a des obligations. Fait que mon rôle à moi, c'est de faire le tri là-dedans, de dire c'est possible de faire les choses qui tentent moins avec bonheur. C'est là la lumière dans le chaos. C'est un chaos avoir une responsabilité. Des fois, pour certaines personnes, c'est un chaos aller travailler, tu sais, mais comment on peut aller travailler autre que juste en allant chercher une paye? Comment on peut élever des enfants autre que juste se sentir obligé d'être une mère ou un père, tu sais? Fait que c'est ça l'idée, c'est de ramener la joie dans les choses, les habitudes qu'on fait au quotidien pour que ça ne devienne plus des habitudes, mais que ça devienne des choix et de la conscience. OK. Et de quelle façon tu le fais, Mélissé? Est-ce que c'est en one-on-one? Est-ce que c'est en groupe? Ou... Oui, j'y vais aux besoins de la personne. Fait que oui, il y a de la consultation privée. J'ai du corporatif aussi, des fois en team building. Mais sinon, j'ai les ateliers en ligne 1 fois par mois, des petits workshops qui sont hyper accessibles, qui viennent ouvrir des consciences, re-questionner les conventions. Et puis après ça, ben, il y a les grandes sessions d'été là, où j'ai tout le temps 2-3 jours par été que je fais des collabos avec d'autres personnes, des retraites d'1 jour. Le podcast, l'Architecte de l'âme, qui est du beau contenu bonbon gratuit. Fait que, ouais, il y a beaucoup de choses sur mon site Internet. Tous les détails sont là. Donc, tu es en train de nous dire qu'éventuellement, on va pouvoir faire 7 jours avec toi en voyage. Yeah! Oh! Tu sais, parce que tu disais, tu fais du corpo et tout ça. Ah, c'est intéressant. J'aime ça. Donc, mais fait, on te retrouve sur le nom de l'Architecte de l'âme, mais si on te cherche sur Mélissé, c'est quoi ton nom de famille, dis-moi? Le site Internet, c'est www.melcmélanie.com. Mélanie, M-E-L-A-N-Y. M-E-L-A-N-Y. Parfait, super. Ben écoute, un grand merci. Et tu aurais le goût de nous terminer ça de quelle façon, dis-moi? Osez. Osez voir votre vie quotidienne comme un grand voyage, puis vous donner le droit de l'expérimenter à fond. Mais quelle belle fin.
Quelle belle femme. Je veux juste, petite dernière question. Est-ce que tu accompagnes juste les femmes ou c'est les femmes et les hommes? Non, j'accompagne femmes et hommes, ouais. OK, parfait. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de coachs qui vont accompagner juste l'un ou l'autre. Donc, c'est important de savoir si tu fais les deux. Fait que c'est très, très intéressant. Mais merci d'avoir été avec nous. Je l'apprécie énormément. Tu sais, moi, tu m'as dit, là, je vais parler d'Égypte. J'ai fait comme, oui, je veux revivre l'Égypte. C'était comme, ça, en fait, c'était très égoïste quand je t'ai dit oui. Je voulais juste qu'on parle d'Égypte. Mais j'ai passé un très bon moment avec toi. Je te remercie infiniment. Merci aux auditeurs d'avoir été avec nous jusqu'à la fin. Donc, on vous invite à mettre des commentaires sur ma chaîne YouTube. Puis, ça va nous faire un grand plaisir, moi et Nancy, de vous répondre à vos commentaires. Donc, nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci tout le monde. Merci, Nancy. À bientôt.